Merci beaucoup. Il faut en fait orienter vers le haut, vers le bas. Bon, d'accord. Donc, en fait, je voudrais vous dire tout de suite que ma présentation sera en quelque sorte une révision de ce qui a été dit, parce qu'il y a un grand nombre d'informations qui ont été déjà bien exposées, et elle va plus finalement soulever des questions beaucoup plus que donner des réponses. Ça, vous le savez très bien. En fait, on sait très bien qu'actuellement, la BPCO représente un fléau mondial de par sa prévalence importante. Elle est la troisième cause de mortalité, en fait, depuis l'année 2016. Elle est premier responsable de l'insuffisance respiratoire chronique et elle coûte très cher. Alors, en fait, je voudrais, sur cette diapositive, vous rappeler un peu l'histoire naturelle de la BPCO. Nous savons tous que c'est une maladie très insidieuse, qui commence par une dyspnée qui va s'aggraver d'une manière très progressive, avec une diminution de la capacité à l'effort, en même temps une augmentation de l'handicap. En parallèle, on va avoir une diminution de la qualité de vie, une augmentation du déclin de la fonction respiratoire, et on va avoir aussi des exacerbations qui vont aggraver le pronostic et l'évolution de la maladie. Il s'ajoute à tout ça les comorbidités qui peuvent aussi interférer, et tout ceci va conduire vers l'insuffisance respiratoire chronique et vers le décès du patient. Toute prise en charge de la BPCO doit bien tenir compte de tous ces éléments-là, sinon la prise en charge ne sera pas suffisante. Alors, il y a eu une prise de conscience et puis évidemment beaucoup d'intérêt depuis l'année 1998 avec la constitution du Code. Depuis, il y a eu assez régulièrement une mise à jour et surtout une amélioration des objectifs de ces codes. On voit que depuis l'année 2014, on insiste sur le fait qu'il faut améliorer le diagnostic, la gestion et la prévention, diminuer la morbidité et la mortalité et stimuler la recherche. Et ça a bien, en fait, stimulé la recherche. Il y a beaucoup de travaux qui se sont intéressés à la BPCO. Et malgré tous ces travaux, le traitement reste toujours un traitement assez unique, assez classique, qui repose essentiellement sur les bronchodilatateurs, un peu sur les corticoïdes comme on l'a déjà vu, mais c'est essentiellement les bronchodilatateurs pour une maladie qui est en fait connue par le fait qu'elle n'est pas très, elle donne une obstruction qui n'est pas très réversible. Donc c'est assez paradoxal. En fait, là, on a vu tout à l'heure que la BPCO est une maladie très hétérogène. Et toutes ces différentes entités, elles sont unies uniquement par quoi? Par le trouble ventilatoire obstructif et le rapport VMS sur la capacité vitale inférieure à 70%. Avec ce chiffre-là, on englobe un nombre important de choses qui n'ont pas finalement beaucoup de points en commun. Et moi, dans mon exposé, je vais insister sur cette hétérogénéité. En fait, nous savons depuis très longtemps, en 1950, lorsqu'on a décrit les deux formes qu'on a vues tout à l'heure, le Blue Blood et le Pink Puffin, donc on savait déjà, 1955, c'est l'année de la sortie de la DS. C'est un événement très important à l'époque. Donc je disais que déjà en 1955, on faisait la différence. Et on voit très bien que ces deux malades n'ont pas beaucoup de points en commun. Et aujourd'hui, ça se confirme parce que les symptômes fonctionnels, il y a la dyspnée, il y a la toux et l'expectoration, il y a des formes de BPCO qui sont plutôt hypersécrétantes, il y a d'autres qui ont plus la dyspnée. Vous avez les exacerbations, il y a les exacerbateurs donc fréquents ou non fréquents avec une intensité variable. Et dans l'évaluation actuelle en groupe ABCD, on tient compte du nombre d'exacerbations et de leur sévérité, et on tient compte de la gravité des symptômes sans distinguer quelle sorte de symptômes. Alors, je voudrais juste vous dire que si on prend par exemple les exacerbations, nous savons très bien que la principale cause des exacerbations, c'est l'infection. Ça représente à peu près 80%. Mais dans 20%, l'exacerbation n'est pas en rapport avec l'infection, c'est en rapport avec un facteur environnemental ou en rapport avec la non-compliance au traitement. Sinon, c'est des infections qui peuvent être virales, et nous avons fait l'expérience ces 2 dernières années des exacerbations en rapport avec le coronavirus.
avec les bactéries et avec les germes atypiques. Si on voit un peu le profil inflammatoire, on voit qu'il y a des inflammations neutrophiles, mais aussi des inflammations éosinophiles au cours de l'exacerbation. Les neutrophiles, c'est plus les infections bactériennes, les éosinophiles, c'est plus les infections virales ou les autres causes d'exacerbation. Et nous disposons actuellement de biomarqueurs qui, si on fait leur dosage, on peut avoir une idée sur la nature de cette exacerbation. Et j'insiste sur le IL, sur en fait, l'interleukine 1 bêta, qui est un bon marqueur des exacerbations bactériennes. Vous avez bien sûr les éosinophilies sanguines, qui serait l'indicateur des exacerbations éosinophiles. Dans notre prise en charge actuellement, dans notre classification, on ne tient pas compte de tout ça. Alors, il y a aussi un autre absent de notre prise en charge, c'est les comorbidités. On a vu tout à l'heure qu'il y a des symptômes qui sont en commun entre les deux. Donc, lorsque le malade est très dyspnéique, il a peut-être un autre problème. Et vous avez aussi une interaction avec la mortalité. Et vous voyez que pour le cancer, par exemple, le risque relatif de mortalité est multiplié par 2 si vous avez une BPCO et en même temps vous avez un cancer. Donc, il est très important de bien tenir compte de tout ça. Alors, l'imagerie aussi. Vous savez, il y a l'emphysème centrolobulaire, l'emphysème panlobulaire, l'emphysème bulleux. Sur la radiographie thorax, on peut avoir aussi différents aspects. Et puis les différentes anomalies fonctionnelles, troubles ventilatoires obstructifs, la distension et le trouble de la diffusion. Juste un mot sur la diffusion, puisque je suis en train de vous parler. En fait, cette diminution de la diffusion, le rapport du TCO sur le volume, sur la ventilation alvéolaire, ça élimine la diminution de la diffusion en rapport avec un trouble restrictif. Si vous avez un malade qui a été opéré, il a un seul poumon, il va avoir la moitié de sa valeur du TCO parce qu'il a la moitié de la surface. Ça ne veut pas dire que vous avez un trouble au niveau des échanges. Donc ces différentes anomalies, on ne les trouve pas de la même manière chez tous les patients. Et même le côté de la réversibilité, vous avez une véritable courbe de Gauss et les BPCO ont une réversibilité qui est très variable d'une personne à une autre. Alors, tout ceci, il a conduit la communauté scientifique à dire qu'on ne peut pas continuer à traiter cette maladie d'une seule manière. Et c'est pour cette raison qu'on a évolué de la thérapie classique qui, en fait, elle consiste... Voilà l'image. Finalement, une fois que vous avez le diagnostic, vous allez donner le même traitement à tout le monde. Il y a ceux qui répondent, tant mieux. Ceux qui ne vont pas répondre, et à la limite, c'est tant pis pour eux. Alors, une autre démarche, ça va consister à chercher les différents phénotypes et voir un peu quel est le mécanisme biologique, donc, autrement dit, quel est le génotype. Et à partir de ce moment-là, on va avoir des cibles thérapeutiques parce qu'on va connaître quel serait exactement le problème, l'origine du problème, et on va déterminer des biomarqueurs spécifiques qui vont nous guider vers tel ou tel endotype, et à ce moment-là, on peut donner un traitement assez personnalisé. Alors, si on veut proposer un traitement en fonction de l'endotype, on est obligé de revenir un peu à la pathogénie et à la physiopathologie. Et comme vous le savez très bien que la BPCO, c'est l'exemple type de la maladie où vous avez une interaction entre la génétique et l'environnement, qui est soit le tabac, soit les différentes sortes d'expositions. Alors, ça va donner en fait 3 ou 4 éléments essentiels qui expliquent la BPCO, qui sont l'augmentation du déclin de la fonction respiratoire, l'altération de la croissance pulmonaire, l'inflammation pulmonaire et parfois systémique, et les lésions bronchiques. Évidemment, tout ceci va donner les différents symptômes. Et évidemment, ça va, en tenant compte de tout ça, on va avoir des phénotypes très différents selon le côté génétique, l'environnement et les différents mécanismes physiopathologiques. On va commencer par la génétique, et là, on va parler bien sûr de deux problèmes. D'abord, le déficit en alpha-antitrypsine. On le connaît déjà depuis très longtemps. C'est une anomalie homozygote du gène SERPINA1 qui, elle, représente 0,12% de toutes les BPCO en Europe, et qui va donner chez le sujet jeune une cirrhose hépatique, et surtout elle va entraîner au niveau du poumon, elle va en fait libérer l'action des protéases
ce qui va donner une destruction et ça va donner un emphysème panlobulaire. Alors en fait, le traitement, il existe, il repose sur le traitement substitutif. Le problème, c'est que ce traitement, d'abord, il faut le donner à vie. Et puis deuxièmement, il est assez coûteux. Et en plus de tout ça, vous voyez sur ce schéma, vous avez, on a étudié la densité en imagerie. Et vous voyez, en pointillé, vous allez avoir la diminution de la densité parce que le poumon devient plus clair, avec l'emphysème. Et vous voyez que si vous donnez le traitement, eh ben vous allez tout simplement retarder cette évolution, mais vous n'allez pas finalement l'arrêter. Donc c'est un traitement qui ne va pas régler le problème à long terme. Le deuxième anomalie, c'est le déficit en télomérase. C'est quoi ce déficit? Vous savez que la cellule, lorsqu'elle se multiplie, elle va en fin de compte dupliquer les chromosomes. Et les extrémités de ces chromosomes s'appellent les télomères. Alors, avec cette enzyme, on va pouvoir, lorsque la cellule se divise, on peut aussi avoir duplication de ces extrémités. Si vous avez un déficit, ceci ne va pas se faire et ces différents télomères vont devenir plus courts, ce qui va entraîner finalement un arrêt de cette multiplication et une certaine sénescence. Alors ceci va entraîner des lésions d'emphysème, aussi de la fibrose. Alors on a mis en évidence plusieurs sortes de mutations et ces différentes mutations vont donner en haut à droite une diminution de l'activité et puis en bas vous voyez la différence entre la longueur de ces télomères chez les sujets normaux à gauche et au milieu chez les personnes qui ont un emphysème. Aujourd'hui on connaît bien ce phénomène mais on n'a pas de traitement. Alors, et ça ne représente que 1% des patients qui ont surtout un emphysème sévère et qui sont fumeurs parce que là aussi l'exposition au tabac est très importante. Alors le deuxième facteur c'est les différentes expositions. Et vous voyez ici une série d'études qui ont comparé les BPCO des fumeurs et les BPCO des non-fumeurs. Et on s'est rendu compte que les non-fumeurs sont plutôt jeunes, il y a plus de femmes, index de masse IMC plus élevé, et on a vu que chez les fumeurs, il y a plus de neutrophiles, alors que chez les non-fumeurs, il y a plus d'éosinophiles. Alors que lorsqu'on voit les lésions à l'imagerie, il y a plus des lésions d'emphysème. Chez les fumeurs, il y a plus d'atteintes plutôt au niveau des petites branches que chez les personnes qui ne sont pas fumeurs. Alors, ils font moins de symptômes, ils ont une meilleure fonction respiratoire, moins d'hospitalisation, moins de cancer, moins de cardiopathie associée. Mais autre chose qui est très importante, vous voyez la courbe bleue, les BPCO chez les patients qui ne sont pas fumeurs ont une nette meilleure survie que ceux qui sont fumeurs. Que ceux qui sont fumeurs et qui continuent à fumer après le diagnostic. Alors, concernant les différents aspects, donc le déclin de la fonction et l'altération de la croissance, nous savons depuis toujours que la fonction respiratoire, donc elle augmente avec l'âge, elle atteint une valeur maximale entre l'âge de 20 et 25 ans et après elle va diminuer. Aujourd'hui, on sait que cette partie ascendante, elle peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment le tabagisme de la mère, la prématurité, les infections infantiles. Tout ceci peut faire de telle sorte que lorsque le sujet arrive à l'âge adulte, il n'a pas une fonction respiratoire normale. Alors, vous voyez en haut les deux courbes en vert et en rouge. Le vert, on commence par un VMS normal et il va diminuer d'une manière physiologique. Le rouge, il va diminuer très rapidement parce qu'il est fumeur, c'est la personne qui va faire une BPCO. Mais vous avez le jaune qui, lui, il démarre déjà avec une fonction assez altérée. Et il se maintient parce que finalement la courbe n'est pas très diminuée. Alors que le noir, lui, il a une courbe qui est strictement parallèle à la courbe verte. Mais étant donné qu'il a finalement démarré avec une fonction qui est mauvaise, eh ben, il va être plus susceptible de faire une BPCO. Et puis on sait que lorsque vous avez un déclin du VMS, ce déclin n'est pas constant. Vous pouvez avoir un déclin important au début, et après vous avez un déclin moins fort et vice-versa. Alors, juste un mot sur les lésions anatomiques, ça a été dit, donc il y a des formes où on a plus la prédominance de l'emphysème
des formes où on a la prédominance de l'atteinte bronchique, même dans 90% des cas, on a les deux atteintes. Alors, je vais mettre un peu plus de temps sur l'aspect, sur le côté inflammatoire. Donc, on disait tout à l'heure que dans la définition du GOLD, vous vous rappelez, on disait avant que c'est une maladie inflammatoire, et puis lorsqu'on a vu que les anti-inflammatoires ne marchent pas très bien, on s'est dit non, elle n'est pas inflammatoire. En fait, c'est une maladie inflammatoire, mais c'est une inflammation essentiellement à neutrophile. Alors, elle est due à quoi? Elle est due à la cigarette, elle est due aussi à des substances donc oxydantes qui vont entraîner une altération de l'épithélium. Et j'insiste sur ce point. C'est-à-dire que l'épithélium, il va devenir très perméable. Et cet épithélium qui joue un rôle actif dans la physiopathologie de toutes les maladies donc bronchiques, même dans l'asthme, il va finalement se mettre à synthétiser différentes donc cytokines qui vont en fait évidemment amener les neutrophiles, ils vont activer les macrophages, c'est vrai, et évidemment ces différentes cellules vont donner une hypersécrétion, l'emphysème et le stress oxydant. Mais je voudrais insister sur autre chose, c'est les ILC1, ce sont les cellules lymphoïdes innées de type 1. Vous savez, il y a les cellules lymphoïdes innées 2 qu'on voit dans l'asthme, et il y a le 1 qu'on voit dans la PPCO qui donne une inflammation plutôt inflammation de type neutrophile. Autre chose, les lymphocytes B peuvent intervenir lorsque vous avez une colonisation par les bactéries. Ces lymphocytes B peuvent synthétiser des IgA sécrétoires. Et ces IgA, on les trouve chez les patients qui ont une infection importante et une colonisation bactérienne. Dans la compréhension de cette inflammation, depuis quelques années, on s'intéresse à cette colonisation. Je voudrais vous rapporter les résultats de cette étude qui a intéressé 3 cohortes, une étude longitudinale. On a fait des prélèvements, des expectorations chez ces patients à l'état stable et pendant les exacerbations. Alors, on s'est rendu compte que vous avez là les différentes cohortes. Alors, vous avez le stable et puis exact, c'est-à-dire exacerbation. Vous voyez que toutes ces cohortes montrent une prédominance des inflammations neutrophiles, beaucoup plus que les inflammations éosinophiles, et ceci, que ce soit en exacerbation ou bien à l'état stable. Et on a vu aussi que lorsqu'on voit la diversité microbienne, vous voyez en rouge, chez les patients qui ont une inflammation neutrophile, il y a moins de diversité. Lorsque vous avez une inflammation neutrophile, vous allez avoir tendance à avoir une certaine colonisation par une bactérie précise, et donc il y aura une flore qui ne sera pas très variée. Ça, on peut le voir aussi sur la diapositive donc, suivante. Vous avez en bas les neutrophiles, éosinophiles, mixtes, etc. Ce qui est en bleu, c'est une flore assez stable, assez variable, où on trouve finalement plusieurs microbes. Mais vous voyez que chez les neutrophiles, en rouge, vous avez un pourcentage important d'infection par l'hémophilus. Donc il y a un pourcentage important de patients qui ont une PPCO neutrophile et qui vont avoir beaucoup d'hémophilus dans les bronches. Et puis, en sachant que si on fait en même temps des prélèvements au niveau de différents médiateurs, eh ben, on va se rendre compte que ces médiateurs peuvent nous donner une idée sur la flore microbienne. Je vous demande de voir seulement l'IL, donc un bêta et le TNF-alpha. En rouge, vous voyez qu'il y a plus chez les patients qu'une inflammation neutrophile avec une colonisation. Alors qu'en bas à droite, l'IL5, il est plus fréquent chez les patients qu'une inflammation éosinophile. Donc maintenant, on ne doit plus s'arrêter si vous avez une exacerbation ou si on veut étudier en fait le microbiome, il faut chercher quelle sorte finalement de profil. Est-ce que c'est neutrophile ou bien non? Et si c'est neutrophile, est-ce qu'il y a une colonisation? Parce que ça peut évidemment changer les choses. Alors, je passe. Alors, est-ce que nous avons actuellement des traitements? Il y a eu, c'est assez de souvent, il y a eu des antagonistes du CXCR2, navarixine, des anti-TNF et puis les anti-IL1 bêta.
ils peuvent diminuer le nombre finalement de neutrophiles, mais ils n'ont pas d'efficacité sur le plan thérapeutique. Les antiphosphodiesterase qui sont indiqués plus dans la bronchite chronique, ils peuvent diminuer l'inflammation neutrophile, mais ils ont un impact très faible sur le traitement. La même chose pour les macrolides et plus spécifiquement l'azithromycine. Alors, depuis quelques années, on parle de l'inflammation éosinophile. Et moi, je vais en fait nuancer un peu ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que dans la BPC, on peut avoir une inflammation éosinophile qui ressemble à l'inflammation qu'on voit dans l'asthme, parce qu'on la connaît très bien, c'est les cellules TH2, c'est les éosinophiles, mais c'est aussi les cellules lymphoïdes innées de type 2 qui vont en fait synthétiser l'IL-13 et l'IL-15. Mais la question que se pose, et là je suis en fait tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, est-ce que c'est la même inflammation éosinophile? Il est vrai que finalement on ne sait pas. Bon, ça, je vais passer sur cette étude que vous avez déjà vue pour parler des anti-IL-5. En fait, les anti-IL-5 n'ont pas été systématiquement inefficaces. Parce que dans ces études-là, vous voyez en haut, on a essayé le mépolizumab 100 mg, vous avez le 300, et vous voyez que dans le groupe des BPCO avec un phénotype éosinophile, il y a quand même une différence significative pour les deux, alors que c'est un peu bizarre, lorsque vous avez une infection très sévère, ça ne marche pas. Donc il y a finalement un problème par rapport à ça. Alors, les anti-RIL5 aussi, on voit que c'est assez mitigé. Il n'y a pas moins d'exacerbation, mais il y a moins d'exacerbation qui nécessite l'hospitalisation. Donc moi, je pense que ce traitement, il faut mieux cibler la population pour voir à qui ces médicaments peuvent être adressés. Et c'est pour cette raison, donc, il y a un certain nombre d'auteurs qui se sont posé la question, est-ce que finalement, si les IL-5 ne marchent pas, peut-être que cette inflammation, elle est différente, ce n'est pas la même inflammation. Et c'est comme ça qu'on est revenu au rôle de l'épithélium et des médiateurs qui sont produits par l'épithélium. Et on s'est intéressé très particulièrement à l'IL-33, chez qui on a pu mettre en évidence chez un certain nombre de gens une insuffisance génétique de l'IL-33. Vous voyez là, en fait, à gauche, des sujets normaux, et puis à droite, ceux qui ont ce déficit. Eh bien, ceux qui ont ce déficit, ils ont, en fin de compte, une quantité en IL-33 plus faible. Bon, mais ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'on s'est rendu compte que chez les personnes qui ont moins de production d'IL-33, il y a moins d'éosinophiles, mais il y a quand même moins 39% de risque de développer l'asthme et moins 21% de risque de développer la BPCO. Donc, il est possible que l'action qu'il faut faire ne doit pas se faire au niveau des IL-5 et des éosinophiles. Peut-être qu'il faut agir plus haut avant au niveau de l'épithélium. Il y a une étude qui a utilisé en fait un anticorps anti-IL-33. Vous voyez que là, sur les exacerbations, la différence n'est pas significative. Mais lorsqu'on a distingué les anciens fumeurs et les fumeurs actuels, on s'est rendu compte que chez les anciens fumeurs, il y a une certaine efficacité des anti-IL-33. Ceux qui ont une BPCO et qui continuent à fumer, ça marche moins bien. Aussi, pour l'effet sur le VMS, on trouve exactement la même chose. Et chez les anciens fumeurs, on peut améliorer jusqu'à à peu près 90 ml, avec une différence significative avec les autres. Alors, pour finir, voici un résumé des endotypes qui sont actuellement assez bien connus. Vous avez le déficit en alpha-antitrypsine, donc c'est de l'emphysème primitif, le biomarqueur est clair et le traitement il est connu, même s'il n'est pas très efficace. L'insuffisance en télomérase aussi, je pense que c'est clair. Le profil éosinophilique qui a tendance à mieux répondre au traitement corticoïde, le neutrophilique qui fait plus de pneumonie et mais il n'y a pas de traitement efficace. Il y a les deux
forment des exacerbations. C'est-à-dire, hier, j'avais 3 autres diapos qui montrent à peu près la même chose. Donc, il y a actuellement, c'est un sujet qui est très à la mode, mais je me suis limité à cette présentation. Alors, le futur maintenant. Le futur, on a fait un peu de physiopathe, on va parler un peu de biologie moléculaire. Vous savez que les gènes, pour qu'ils s'expriment, il faut qu'il y ait une transcription du gène qui va entraîner la production d'une protéine, et cette protéine, elle va agir, d'accord? Sauf que tous ces gènes ne sont pas toujours exprimés. Et s'ils sont exposés, ils peuvent soit rester actifs, soit on peut avoir tout simplement donc extinction du gène. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on parle du génome, il n'y a que l'épigénome qui s'exprime. L'épigénome, c'est le groupe des gènes qui s'expriment réellement. Les autres, ils sont éliminés. Pourquoi? À cause des différentes expositions, les microbes, les allergènes, les polluants. Donc en fin de compte, l'exposition peut influencer l'expression des gènes. Et de cette manière-là, on ne va pas avoir les mêmes protéines. Et ces protéines, lorsqu'elles vont être métabolisées, on ne va pas avoir les mêmes métabolites. Évidemment, ces protéines qui sont fabriquées, ils vont donner de l'inflammation, du remodelage, etc. Donc là, il faut bien comprendre cette interaction entre l'environnement et le génome qui fait que tous les gènes ne s'expriment pas. Et si on a une anomalie de ces expressions, ça va donner des protéines, et qui dit protéines, ceci veut dire une inflammation spécifique et autre chose. Et ceci va en fait nous conduire à cette nouvelle approche qui s'appelle l'approche omique, qui ne va pas uniquement bien tenir compte des spécificités cliniques, de la fonction respiratoire et du profil inflammatoire. Elle va tenir aussi des expositions, elle va tenir aussi du microbiome, du génome, de l'épigénome, du transcriptome, tout ce qui se termine par on peut le mettre, des protéines et des différents métabolites. Et l'idée actuellement, c'est de prendre toutes les informations qu'on peut recueillir sur le patient, sur le plan génétique, sur le plan de l'exposition, sur le plan des anomalies biologiques, sur des analyses d'urine, sur des analyses de sang, et mettre toutes ces informations dans une sorte de modèle mathématique. Et puis à partir de ce modèle-là, on peut mettre en évidence des ondotypes qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Et peut-être qu'avec cette manière-là, on peut agir plutôt comme pour en fait répondre à la remarque de Madame Agnès Hamzaoui, qui disait qu'il faut agir plutôt une fois les destructions sont là, le traitement ne sert plus à rien, et c'est seulement à ce moment-là, et je vais finir avec cette citation de M. William Oster, qui est un peu le père de la médecine moderne. Il disait que le bon médecin traite la maladie, le grand médecin traite le patient qui a la maladie. Actuellement, nous sommes sur la voie, mais on n'est pas encore arrivé. Et je vous remercie. Merci Charfi pour cette belle conférence. Donc la parole est à la salle pour quelques questions. Donc on a 3 minutes peut-être pour des questions. C'est bon ça? Bon, je te remercie pour la présentation. Chouf Rida, moi je me suis intéressé au problème, oui, et j'ai un avis, je dis bien personnel. Et voilà ma conclusion concernant essentiellement la thérapie ciblée, parce que c'est de la biothérapie. Moi je pense, la biothérapie c'est bien pour freiner la réaction. D'où la notion dans l'asthme, parce qu'il y a une réaction de l'organisme qui se comporte différemment vis-à-vis de l'agresseur. Qu'on a plutôt tendance, dans notre traitement, à freiner l'usure. oui. Donc réparer l'usure. D'un côté, on freine la réaction, d'un côté, on répare l'usure. Et moi, je reste convaincu que, mis à part quelques cas de BPCO dans la réaction, l'ensemble, on est là pour réparer l'usure. Et je crois qu'on sera, si on va s'acharner dans ce domaine, on va vers un échec certain. C'est pour ça que peut-être trouver un paramètre discriminatoire pour pouvoir les réactionnaires pour les traiter, mais l'usure, on ne pourra pas les traiter de ce côté-là. Voilà mon avis. Tout à fait.
Merci pour cette excellente présentation. Dans la pratique, le vrai problème de la BPCO, parce que tous nos malades n'ont pas de biopsie bronchique, n'ont pas de lavage broncho-alvéolaire, c'est de faire la différence entre l'asthme et la BPCO. Je pense que les frontières ne sont pas aussi, je parle de la pratique. Et je pense avant de dire qu'un malade est BPCO, il faut un suivi régulier, une prise en charge. Et on a souvent des surprises après 3-4 mois de suivi de ces malades. Le deuxième point, c'est l'exploration fonctionnelle chez le BPCO qui n'est pas vraiment parfaite parce que beaucoup de nos malades s'améliorent très bien, mais les explorations ne suivent pas. Est-ce qu'il ne faut pas d'autres paramètres Oui. pour explorer la BPCO? Et merci. Oui, en ce qui concerne en fait, les explorations fonctionnelles, il y a un examen qui est très simple. Chaque fois où je fais une conférence, j'en parle. Cette fois-ci, je vais éviter d'en parler. C'est la capacité inspiratoire. La capacité inspiratoire, lorsqu'elle est directement liée à la dyspnée. Vous prenez un patient qui a un trouble ventilatoire obstructif, vous lui donnez des bronchodilateurs, ça ne change rien au niveau du VMS, mais il s'améliore sur le plan clinique parce que vous allez améliorer la capacité inspiratoire. Et un tracé spirométrique bien fait vous donne la capacité inspiratoire. C'est encore mieux si vous faites si vous pouvez avoir une capacité inspiratoire à l'effort. C'est encore mieux parce qu'avec l'hyperinflation dynamique, on le voit mieux. Donc, il est vrai que le VMS à lui seul n'est pas suffisant pour bien expliquer. Il y a aussi le sens clinique qui est très important parce que finalement, lorsque vous avez un patient, vous le mettez sous traitement, s'il va mieux, c'est ce qui compte le plus. On s'en fiche entre nous. Lui, en tout cas, il s'en fiche si son VMS est amélioré ou non. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il s'est amélioré sur le plan clinique. La distinction entre l'asthme et l'emphysème. Il faut dire qu'il y a plusieurs situations où nous avons les deux. Si on va aller avant de faire tout un exposé, enfin je ne vais pas faire un exposé sur ça, mais je vais dire simplement qu'avec le traitement, on va se rendre compte, plus le patient a de l'asthme, plus il va répondre aux corticoïdes, plus on peut l'améliorer, moins il a de l'asthme, plus on va rester avec les bronchodilateurs pour limiter finalement, en fin de compte, les dégâts. Mais seulement, il y a des études, toutes les études récentes font attention pour ne pas inclure des asthmes dans le groupe des BPCO. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait il y a quelques minutes Marie. C'est-à-dire qu'il y a quand même des formes d'inflammation éosinophile. C'est-à-dire que, en tout cas, dans les études récentes, on fait attention pour ne pas inclure de faux, finalement, BPCO. Il y a une composante inflammatoire, elle n'est peut-être pas très fréquente, mais elle est là. Et avec le traitement personnalisé, on peut cibler éventuellement ces patients.